Je sais pas si vous en doutiez ou non, mais en plus d'être un extrême fan de Sonic, je suis aussi un grand fan de jeux d'horreur. Et j'aime y jouer comme les regarder. Okay, so the first night is never usually that bad in any of the games, so I'll play through. Sauf qu'en vrai, ces derniers temps, je trouve que les jeux d'horreur se ressemblent un peu, surtout les 1D. Genre, je sais pas si Granny a eu un effet de fou furieux sur la sphère des jeux vidéo d'horreur, mais j'ai l'impression que tous les jeux se ressemblent à cause d'elle maintenant. Genre, trouver des éléments, les réunir et s'échapper d'un endroit. Mais moi, s'il y a bien un truc qui me ferait kiffer, ce serait un jeu vidéo d'horreur, un gameplay qui se rapproche d'un Sonic. Sonic.exe? Non, c'est pas la même chose. Et j'en ai trouvé un, Idol of Ash, et c'est ce jeu dont on va parler aujourd'hui. C'est possible que vous en avez déjà entendu parler, car ça a plutôt percé aux États-Unis, mais en France beaucoup moins. Et au vu des prochaines vidéos que je vous prépare, je me suis dit que ça serait cool de faire une critique-analyse un peu plus posée d'un petit jeu. Et ma mission, c'est qu'aujourd'hui, à la fin de la vidéo, vous ayez tous envie de jouer à ce jeu, car vu le prix, je vous jure qu'il vaut le coup. Sur ce, commençons la vidéo. Idol of Ash est un jeu vidéo d'horreur et de parcours disponible sur Steam et développé et édité par Leafy Games. C'est un studio indépendant dont j'ai pas pu trouver plus d'infos que ça car ils ont décidé de jouer les mystères sur Steam. Le jeu a énormément gagné en popularité après sa sortie car des youtubeurs comme Markiplier, soit des gens de YouTube américain de l'horreur ou du YouTube américain tout court, ont fait une vidéo dessus pour découvrir cette pépite, comme un certain jeu en 2014. Peut-être qu'on aura un film en 2035. Any questions? Well, you were talking, Freddy scratched his balls. C'est un jeu en vue FPS où l'on contrôle une présumée héroïne qui va descendre à travers une énorme grotte en recherche de réponses. Mais surtout, afin de trouver quelqu'un. J'ai dit présumée héroïne car on ne sait pas grand chose d'elle à part qu'elle s'est tirée de chez elle pour aller faire de l'escalade dans cet endroit. Et quand elle souffle ou qu'elle a mal, sa voix paraît féminine. Mais après, j'en sais rien, je vais pas vous mentir. Je vais pas m'attarder tout de suite sur l'histoire, parlons plutôt des visuels du jeu et de la technique. Le jeu a une DA très inspirée des jeux PS2 et Nintendo 64, donc avec très peu de polygones et des textures très pixelisées. C'est un choix particulier, surtout dans un monde où les jeux d'horreur commencent à de plus en plus miser sur le réel pour effrayer les joueurs. Il y a juste certains moments où l'éclairage est immonde, surtout en dehors de la grotte là, avec le sol blanc ça nique les yeux. Mais en général, tout fonctionne bien, ça rentre dans le thème. Vis-à-vis de la technique, je trouve que le jeu s'en sort merveilleusement bien. J'ai eu aucun crash, bug depuis que j'ai commencé à jouer. Peut-être qu'une fois le scolopendre n'a pas spawn, mais sinon c'est tout, et je pense même que c'était de ma faute, j'ai juste pas assez attendu. Le grappin n'a aucun problème de collision, pas même une fois, et c'est vraiment très bien étant donné que la manœuvre est au cœur du gameplay. Et tiens, parlons-en du gameplay. Dans Idol of Ash, c'est plutôt simple. Vous pouvez courir, sauter, lancer votre grappin, et c'est là que commence toute la mécanique avec cet objet. Plus vous maintenez les clics, et plus le grappin ira loin. Évidemment, vous avez une longueur limitée, mais elle couvre largement à cette distance, vous inquiétez pas. Vous pouvez donc vous suspendre, remonter, descendre, utiliser votre grappin pour vous rattraper ou pour vous balancer. On a donc une réelle liberté de mouvement grâce au grappin qui est offerte, mais elle va surtout être mise en valeur par rapport au level design. Et c'est justement grâce au level design qui est très bien fait dans le jeu que ce gameplay va être bien exécuté. En gros, la grotte descend, mais l'architecture permet aux joueurs de se balancer et de se rattraper un peu de partout. Le cœur de la grotte est évidemment vide, alors toutes les structures seront collées à l'extrémité de la grotte. Sauf qu'évidemment, ça peut arriver qu'on se loupe et on a une barre de vie. Elle peut se trouver assez généreuse, mais quand on commence le jeu, et en vrai même après, ça peut arriver que quelques erreurs commencent à réellement handicaper notre partie. Et donc, heureusement, le jeu a placé plein de petits heals un peu partout, ce qui force le joueur à devoir explorer, même si je trouve que ces heals cassent un peu le rythme. En fait, le problème, c'est pas réellement le heal en lui-même, mais c'est plutôt le fait qu'on va devoir s'arrêter dans notre escalade. Ça casse un peu le rythme, on va devoir s'arrêter, marcher, se diriger vers l'âme, c'est un peu freinant, ça aurait été mieux s'ils étaient en l'air par exemple ou sur certaines structures qu'on allait atteindre. Ce qui aurait encouragé le joueur à tenter des moves. Mais bon, quand on commence à connaître le jeu, ça peut être facile de les récupérer et on peut parfois s'en passer. Parce qu'elles vont toujours rester à un seul endroit, et au début ça peut être compliqué pour le joueur qui ne connaît pas justement ces points de heal, il va devoir explorer la carte pour pouvoir les trouver. Et encore mieux, ils émettent une sorte de lumière qui va énormément s'opposer avec le décor et va permettre de s'indiquer très loin. La physique, elle, est très bonne. Elle est intuitive et très intéressante car plus l'on tombe et plus l'écran va trembler, ce qui rend beaucoup plus compliqué les rattrapages. Genre des fois ça relève vraiment du miracle le fait qu'on puisse se rattraper. Dit comme ça, le jeu a l'air plutôt simple, et je reviens sur la comparaison que j'ai fait avec Sonic. Pour moi, le gameplay a quelques ressemblances. Dans les deux jeux, tu dois apprendre la structure d'un niveau pour aller plus vite et utiliser les obstacles et la physique à ton avantage pour faire un meilleur temps. Et vu que le jeu a plusieurs modes où est-ce qu'on va devoir recommencer une énième fois la map avec quelques petites modifications, ça montre vraiment qu'il y a une certaine rejouabilité. Et qui dit rejouabilité
fiabilité dit toujours essayer de faire un meilleur temps, même si, attention, ça dépend des jeux. Mais vous trouvez pas qu'il manque quelque chose là? Je rappelle, mais le jeu, ok d'accord, c'est un jeu de parcours, mais c'est surtout un jeu d'horreur. Voilà donc la mascotte du jeu, le centipède. La première fois qu'on le voit, on peut se demander, mais c'est quoi ce truc? Et ben ce truc, ça change le jeu du tout au tout et se marie parfaitement avec le gameplay mis en place. Je vous explique. Son design est horrifique. C'est une grande bouche avec des dents et des mandibules prêtes à nous attraper, ce qui nous laisse deviner notre sort. Et surtout, ce qui fonctionne à merveille, c'est le sound design. Voici ce que j'entends et que vous allez entendre quand la bête va nous pourchasser. Évidemment, c'est quand elle est proche, mais sincèrement, c'est juste horrible. On entend les pattes qui frottent le sol, les claquements des dents et la respiration, c'est tout bonnement dégueulasse. C'est comme dans les Chasers, avec le son qui est joué derrière pour nous indiquer qu'ils nous ont vus, et on a toujours cette impression qu'ils sont derrière nous. Ça nous fait relever nos oreilles, contracter le cou et les épaules, parce qu'on a toujours cette sensation qu'ils sont juste derrière nous. Et donc quand à ça tu rajoutes un sound design qui est excellent et qui te donne vraiment l'impression que la bête est juste derrière toi, et ben en fait ça devient super efficace. J'ai joué devant pas mal de mes potes et tous étaient unanimes sur ce sujet. À chaque fois où est-ce que le centipède s'approchait de moi, ils avaient tous la même réaction, c'est juste infâme. Et même si les moyens d'immerger le joueur sont plutôt réussis, en fait le centipède va pas réellement servir à instaurer une ambiance malgré qu'un jeu d'horreur en ait besoin. Ça va être le reste du décor et le reste du sound design qui va s'en occuper. Ça va être sur le gameplay que le centipède va avoir un énorme impact, notamment avec ses bruits. Il force le joueur à aller vite, le joueur novice va être obligé à des moments de tenter, d'expérimenter. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais pour moi, la mort n'est pas un bon moyen d'apprendre tes mécaniques aux joueurs. Du moins ça dépend. Je prends par exemple Prepo, qui est un jeu d'horreur coop où l'on doit ramener des objets avec une certaine valeur pour atteindre un quota et ensuite se barrer. Sur la map, il y aura des mobs qui ont tous des mécaniques différentes, mais le jeu ne les communique pas. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu joues au jeu, si tu ne sais pas comment fonctionne le combo Apex Predator et le chasseur par exemple, tu vas juste te faire one shot et ne pas comprendre pourquoi. Revenir au niveau 1 avec aucun knowledge en plus. Ça pour moi c'est un défaut. Le jeu ne te communique pas ces informations, ce qui fait que le jeu est extrêmement difficile et méchant avec les nouveaux joueurs. Et même les anciens. Moi qui ai plus de 72 heures sur le jeu, la plupart de mes connaissances proviennent de solus, de guides ou de vidéos YouTube. Je n'ai jamais tenté, je n'ai jamais expérimenté sur Repo parce que le jeu ne t'y encourage pas, et parce que putain c'est chiant de refaire 5 niveaux à chaque fois. Il y a une panoplie énorme de monstres et il y aura des combos où vous n'allez juste pas savoir quoi faire. Et recommencer du niveau 5 au niveau 1, c'est insupportable, parce que vous allez réinvestir beaucoup de temps dans ce jeu vidéo, pour au final retomber sur le même combo et n'avoir rien appris au final. Sauf que dans Idol of Ash, c'est différent. Comme je vous l'avais dit, la barre de vie est généreuse, et le level design est assez bon pour faire de l'impro avec les sauts. En fait, le centipède va plus servir de sonnette d'alarme dans votre tête pour tenter des choses et prendre votre courage à deux mains. C'est donc un excellent moyen d'horrifier les joueurs sensibles à ce genre d'horreur, et d'un autre, il permet de forcer le joueur à sortir de sa zone de confort. Imposer un obstacle au joueur afin de rendre le jeu un peu plus corsé, au-delà d'être un simple jeu de parcours. Et ce discours s'applique notamment dans le mode Nightmare et Clean, qui sont les deux plus grosses difficultés du jeu, avec un centipède plus intelligent et bien plus rapide, et aucun checkpoint. Car sinon, la meilleure stratégie en mode normal, c'est simplement de se suspendre pour avoir le temps de réfléchir. Sauf qu'en Nightmare, lui il coupe la corde. Et j'en ai pas parlé, mais il y a aussi le mode Sandbox, qui permet aux joueurs de jouer avec les paramètres du jeu et de faire à peu près ce qu'il veut. C'est comme un mode debug par exemple. Il y a le mode inversé, qui renverse la carte, et en vrai ça change tout, hein. Ça montre bien à quel point le facteur mémoire est important dans ce jeu. Et enfin, le mode Clean, comme je l'ai dit avant, que je n'ai pas fini parce que franchement trop compliqué, hein, j'ai pas encore le niveau. Il est dépeint comme étant un mode expert, et ouais, je peux vous l'assurer, c'est un mode expert pour le mordu du jeu. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'on allait parler de l'histoire, mais en vrai, pour être 100% honnête avec vous, j'en ai un peu rien à faire. J'ai essayé de comprendre le sens de l'histoire, mais ça a surtout l'air d'être en développement. Il y a beaucoup de place à la théorie, avec d'énormes pincettes, plutôt qu'à réellement une histoire ficelée avec des personnages, patatri, patatras. Cependant, on peut bien se poser de questions, comme par exemple, on est où? Et perso, je pense avoir ma petite idée.
Déjà, je pense que c'est certainement dans notre monde à nous, car la tente du protagoniste semble avoir des objets qui se rapprochent de ce que l'on peut trouver dans des hypermarchés pour le campement par exemple. Mais surtout, quand on respire les cendres ou les checkpoints si vous préférez, on a des visions de structures qui ont disparu, et semblent être des restes de civilisation. Car je veux bien qu'une grotte soit si immense comme ça, mais c'est pas l'insecte géant qui a construit tout ça. Sur les vestiges d'un gigantesque temple d'une ancienne civilisation dont l'héroïne est peut-être une descendante, et la personne qu'elle recherche est sûrement liée à tout ça. Ou genre un fan, ça m'étonnerait pas qu'elle ait juste complètement flashé sur la civilisation, puis elle s'est dit vas-y je vais faire mon Kaizen moi aussi. Et on peut retrouver des sortes de pierres ressemblant à des foules de personnes. Sûrement cette ancienne civilisation. Et chose intéressante à noter, c'est que à chaque fois qu'il y a du heal, on tombe sur des pierres qui sont renversées, ce qui ressemble plutôt à des cadavres. Comme si en réalité ce heal était des âmes qui allaient nous donner de la vitalité. Pourquoi? Parce que ce sont en réalité des âmes de réelles personnes. Je ne sais pas ce que ça signifie, peut-être bien que cette ancienne civilisation faisait des sacrifices pour quelque chose, je n'en ai aucune idée, et moi j'ai une bien meilleure question. Qu'est-ce qu'il fout là, le scolopendre? Au début, je pensais que c'était un sorte de gardien de l'ancien temple, peut-être invoqué par l'ancienne civilisation, ou même déifié par cette dernière, et ça expliquerait pourquoi elle nous pourchasse à travers toute la grotte. Mais je venais juste me rappeler qu'en fait, elle peut venir même en dehors de la grotte. Souvent dans les jeux d'horreur, quand un endroit ou quoi que ce soit est gardé par un chaser ou un ennemi, ce même ennemi ne va pas dépasser la zone de ce qu'il cherche à protéger. Là, le scolopendre, il en a rien à foutre. Si jamais tu sors de la grotte ou que, en fait, tu vas pas dans la grotte, il va venir te chercher. Ce qui fait que si l'histoire du jeu et que le rôle dans cette histoire du scolopendre était de défendre ce temple, on ferait face à une vraie dissonance ludonarrative. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, une dissonance ludonarrative, c'est un conflit entre le récit d'un jeu vidéo raconté à travers l'histoire et le récit raconté à travers le gameplay. Donc bon, je pense qu'elle a clairement pas envie de juste protéger son territoire, mais simplement de nous tuer. Purement et simplement. Je pense plutôt qu'en fait, si cette civilisation a disparu, c'est à cause de cet insecte. Aucune idée de s'ils vivaient tous dans cette grotte ou en dehors, mais étant donné que l'insecte peut aller en dehors comme à l'intérieur, je pense qu'en vrai elle s'est pas gênée. C'est tout ce que j'ai analysé vis-à-vis du lore du jeu, et je pense qu'il y en aura pas plus avec le temps, mais vu à quel point c'est skippable, disons que c'est vraiment secondaire. Maintenant, comme dernière partie de la vidéo avant la conclusion, j'aimerais bien analyser avec vous les parties principales de la grotte. Donc en gros, le level design. On commence le jeu en dehors de la grotte, ce qui est plutôt normal. Ça sert surtout de tuto avec un grand mur à escalader, mais pas assez haut pour vous faire des dégâts si vous êtes planté. Je parle, mais on est déjà arrivé devant l'entrée de la grotte. C'est super simple de manœuvrer, il y a beaucoup de perches qui passent dans le centre du vide, afin de pouvoir descendre rapidement et se balancer. Et ça va plusieurs fois répéter ce même pattern de structure, c'est assez intuitif et ça se corse de plus en plus. Une fois descendu, on arrive devant la première zone du jeu. C'est un énorme vide avec rien qui passe entre, le nombre de chemins à prendre est inimaginable et ça peut se montrer beaucoup plus compliqué que prévu. Les structures sont souvent petites, et là le joueur va devoir commencer à apprendre le jeu, soit la physique et le level design, car il est beaucoup moins aidé et guidé par le jeu. Certains diront que mourir c'est censé être négatif comme je l'ai dit plus tôt, mais là on parle d'apprendre quelque chose qui entoure le jeu. C'est normal de pas être faker dès les premières secondes du jeu, vous allez forcément échouer. Mais le truc avec ce jeu, c'est que vous soyez au début ou en plein milieu, vous allez toujours pouvoir apprendre les structures, le cœur du gameplay. Votre courbe de progression continuera d'augmenter. Après, cette zone reste relativement facile, c'est juste que vu sa taille, on peut souvent avoir des élans de confiance et vouloir faire des sauts de fou furieux. Il y a assez de vie et de checkpoints pour les joueurs, mais surtout plusieurs types de structures. Des petites extrémités qui dépassent des murs, des boss, des racines, des perches inclinées. Le jeu balance tous ses assets et de manière très bien positionnée pour que le joueur puisse à la fois tout découvrir pour ne pas avoir de surprise, mais aussi pour que s'il meurt, il puisse prendre encore un autre chemin différent, car les moyens de descente sont super variés comme je l'ai dit plus tôt. De plus, il y a beaucoup de terrain plat afin que le joueur ne soit pas trop non plus tout le temps sous pression. Ça sert de pause, c'est plutôt cool. On arrive sur cette zone que je trouve plutôt intéressante, surtout dans ce jeu d'horreur, et c'est les labyrinthes. Sur cette map, donc en mode normal Nightmare, c'est bien fait car il y a une lumière pour guider le joueur. Mais une fois qu'on atteint la lumière, on arrive sur la transition. Un sort de tunnel avec des racines et plein de moyens de s'accrocher. Vers la fin de ce tunnel, comme si plus il était en train de s'ouvrir et plus c'était difficile de manœuvrer à l'intérieur. Ensuite, on arrive sur la seconde partie de la map avec une tour. C'est différent car pour se retrouver, le joueur va devoir changer sa manière de voir les choses. Il ne va plus tourner dans le cercle pour s'accrocher, mais autour justement. En fait, j'arriverai pas vraiment à décrire la sensation ni même le changement brut que ça peut opérer avec des mots. Mais je vous jure qu'après avoir joué toute la map, donc quasi 100% d'accrochement à l'extrémité, se retrouver avec une descente d'une tour, c'est vraiment pas très rassurant. Après, je suis un peu mauvaise langue car ça commence avec l'intérieur de la tour justement. Je m'explique. Il y a comme des sortes de fentes qui permettent de descendre au fond, mais vous pouvez toujours tenter par les extrémités. Ensuite, on arrive sur le terrain plat. C'est là qu'il va falloir se dépêcher de se décider de quel côté vous allez descendre, car, rappel, il y a un centipède, il est au-dessus, il arrive. Si jamais vous avez pas les couilles de check vers le bas, bonne chance, vous allez juste perdre du temps et devoir tourner tout autour de la structure. Et une fois que cette tour a fini d'être descendue, on va arriver dans une zone particulièrement jolie. Ça donne un peu un aspect de jungle à la grotte, c'est limite rassurant. Et ce qui est cool justement avec cet endroit, c'est que les plateformes sont gigantesques.
Ce qui veut dire que manœuvrer va être certes un peu compliqué, mais vous allez plus passer votre temps à marcher et pas réellement vous mettre en danger. On va devoir arriver au centre de ce jardin et commencer à descendre. Un petit peu comme au début de la tour qu'on venait de descendre, il y a des fentes et on va devoir passer entre et s'accrocher à ce qu'on peut. Et là on arrive sur le dernier endroit du jeu et je ne comprends pas l'utilité. Car dire qu'elle est facile est limite un putain d'euphémisme. Il y a d'énormes ponts qui passent au centre de la grotte, ce qui permet de speedrun la fin et d'esquiver complètement le centipède en fait. C'est dommage car après tout ce level design qui frôlait la perfection, que le dernier moment, c'est ça, ça laisse pas une très belle image. La difficulté du jeu était plutôt en entonnoir avec le level design. Plus l'on descendait et plus le jeu commençait à se corser. Il était moins novice friendly on va dire. Au début du jeu, les structures étaient plutôt simples à manœuvrer, elles étaient intuitives. C'était de grands espaces qui étaient remplis de structures variées qui permettaient donc aux joueurs de se familiariser avec le jeu. Ensuite, plus on descendait et plus on arrivait sur des thèmes qui changeaient complètement notre manière de voir le level design et de comment est-ce qu'on appréhendait nos mouvements. Et là, on arrive sur la dernière zone du jeu, qui est simplement des perches qui passent à travers, donc super facile pour descendre. J'aurais vraiment pas été contre une zone qui prend tous les aspects du jeu les plus compliqués et les réunit en un endroit. Limite un petit mode clean. Comme ça, on peut vraiment voir si on a compris le jeu ou non. Parce que ce qui vient après, c'est le mode difficile. Et les modes difficiles, faut au moins avoir un peu pris le jeu en main. Après, j'imagine que pour le type qui a mis 1 heure à tout passer et qui a enfin une pause, doit bien être content. Moi, ça me donne juste l'impression qu'à la fin, les développeurs avaient juste la flemme de refaire quelque chose de très réfléchi. On va dans le trou, on tombe et le jeu est enfin fini. Pour conclure avec le level design, je dirais que c'est un quasi parfait car c'est à la fois intuitif et de plus en plus compliqué pour les nouveaux joueurs. Et ça permet aussi pour ceux qui ont plus d'heures de jeu de pouvoir approfondir leur gameplay en prenant des chemins différents à chaque run, car la quasi-entièreté de la map est un chemin que l'on peut se dessiner soi-même. En plus de ça, le level design se renouvelle énormément, permettant d'éviter la répétitivité et d'un autre côté de déstabiliser les joueurs, même ceux qui connaissent très bien le jeu. Mais encore, le jeu met en avant énormément de moyens afin d'immerger le joueur et sur ceux où ça marche, je peux vous assurer que vous serez plongé dans l'horreur du jeu. Et encore une fois, ce n'est pas un horreur profondément terrifiant, mais extrêmement stressant plutôt. On parle d'une peur aussi vieille que l'homme, celle du vide, et le scolopendre qui viendra amplifier ce sentiment de stress tout en étant un excellent chaser qui se mélange parfaitement avec le gameplay. Le seul bémol est que l'histoire n'est pas très intéressante et un peu trop floue, même si le jeu ne semble pas vouloir aller volontairement plus loin que ça, donc c'est pas vraiment un défaut. En tout cas, c'est pas si grave. Que la zone finale de la map soit plus facile qu'un tutoriel, et que le mode clean a comme seul problème les scolopendres qui peuvent aller n'importe où, mais sinon le jeu réussit à faire tout ce qu'il entreprend et c'est formidable quand on voit le prix. Mais du coup, revenons au début de la vidéo, est-ce que je vous ai donné envie de jouer à ce jeu ? Quelque chose que je voulais partager avec vous, car j'ai vraiment flashé dessus, et que pour 3€ même pas, il a des qualités qui éclipsent totalement les quelques défauts. Si vous voulez découvrir un nouveau jeu d'horreur qui innove, et qui a une partie aussi énorme de gameplay que d'horreur, et je vous promets que Idol of Ash sera un vrai bol d'air frais et une très bonne expérience. C'est un jeu qui montre qu'avec même très peu de moyens, on peut faire des jeux excellents. Des jeux qui ne visent pas très haut, mais touchent à 100% leur objectif. Contrairement à certains AAA qui essayent de voler près du soleil, mais finissent par se brûler les ailes. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, et qu'elle vous aura donné envie de jouer à ce jeu. J'attends énormément la sortie d'une prochaine vidéo qui avance très bien et qui va péter les records de ma chaîne en termes de longueur. Mais je ne vous en dis pas plus. Sur ce, c'était Zitake et je vous dis à la prochaine.